Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Germain Katanga, coupable de complicité de crimes de guerre en Ituri. Verdict de la CPI mitigé contre l'ancien chef de milice congolais. Il a été déclaré innocent de viol et du recrutement d'enfants soldats. Nous serons en direct dans un instant de Kinshasa. Notre invité, un ancien enfant soldat recruté dans une milice rivale de Germain Katanga. Rien ne va plus entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Pretoria expulse 3 diplomates rwandais en réponse. Kigali en expulse 6 diplomates sud-africains. Le tout dans un contexte tendu après des attaques répétées contre des opposants rwandais vivant en exil en Afrique du Sud. On célèbre la journée de la femme ce samedi 8 mars. À cette occasion, nous vous proposons de découvrir un projet lancé par des juristes sénégalaises. Elles offrent des consultations gratuites aux plus démunis. Vous entendrez le témoignage d'une femme dont le mari lui a brûlé le visage à l'acide. Pour porter plainte, elle a obtenu l'assistance de ces boutiques du droit. La guerre en Ituri au début des années 2000, à nouveau au centre du jugement de la Cour pénale internationale. C'est seulement la deuxième condamnation de l'histoire de la CPI, après Thomas Lubanga, chef d'une milice EMA dans cette région de l'Est de la RDC. C'est Germain Katanga, chef de la milice rivale Lendu, qui est reconnu coupable de complicité de crimes de guerre. Monsieur Germain Katanga, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Il ne laisse rien apparaître, aucune émotion. Germain Katanga, milicien congolais des forces de résistance patriotique en Ituri, écoute le jugement de la Cour pénale internationale de La Haye. La Chambre déclare Germain Katanga coupable au sens de l'article 25.3d du statut de complicité des crimes commis le 24 février 2003, de meurtre constitutif de crimes contre l'humanité. Faute de preuves, Germain Katanga est déclaré innocent en revanche quant à l'utilisation d'enfants soldats et à la promotion du viol comme arme de guerre. Surnommé le Lion, cet ancien chef de milice lançait il y a près de 11 ans, jour pour jour, le 24 février 2003, une attaque contre le village de Bogoro dans l'est de la RDC. La milice a rasé le village, pillant, violant les femmes et tuant près de 200 personnes. Les affrontements interethniques entre milices qui se disputaient les riches sous-sols de l'Ituri ont fait au moins 60 000 morts entre 1999 et 2008. Et on va à présent tout de suite prendre la direction de Kinshasa. On va continuer à parler de ce verdict avec notre invité Alain Waikani. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien enfant soldat. Vous avez appartenu à la milice adverse de Germain Katanga, l'UPC de Thomas Lubanga, qui lui avait été condamné par la CPI pour enrôlement d'enfants soldats. C'était en 2012. Alors Germain Katanga, aujourd'hui, lui a été reconnu innocent de l'enrôlement d'enfants soldats, malgré de nombreux témoignages à ce sujet. Quelle est votre réaction ? Bonsoir Avatou et merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que la réaction est un peu négative, mais aussi il y a une déception du fait qu'aujourd'hui, si vous allez en Ituri, c'est difficile de parler des FRPI et de ne pas parler des enfants soldats et de ne pas parler aussi des viols sexuels. Moi, je pense que ceci prouve également comment la Cour fonctionne et ça met, n'est-ce pas, en conséquence la façon dont la Cour est en train de fonctionner, mais aussi la façon dont la quête a été organisée en Ituri. Je pense que c'est une déception encore pour la deuxième fois aujourd'hui. Après l'acquittement de Ngudjolo, je pense qu'aujourd'hui, je ne vois plus de quoi on peut s'attendre dans ces procès, car on sait bien que les jeunes filles qui ont été violées, qui ont été ramassées dans les villages, attaquées par Germain Katanga, ne vont plus retrouver leurs côtes. Et je pense aujourd'hui que si vous allez à Ituri à ce moment même, c'est n'est-ce pas, l'émotion de déception qu'on peut facilement exprimer. Mais néanmoins, je pense que l'essentiel a été fait et ça remet à cause aujourd'hui la façon dont la Cour fonctionne. Moi, personnellement, qui connais Germain Katanga, je pense que c'est vraiment une déception totale pour moi. Si on peut dire que Germain n'a pas recruté les enfants, Germain n'a pas eu à ramasser les filles dans les villages où il attaquait. Alain Waikani, qui était tout près de chez lui, là où il habitait. Voilà. Alain Waikani, est-ce que ça peut servir, ce verdict, en tous les cas, est-ce qu'au moins il peut servir tout de même d'avertissement aux groupes armés encore actifs dans l'est du pays ? C'est difficile aujourd'hui d'espérer beaucoup de choses parce que déjà en Ituri, on sait très bien que le vrai criminel ne se trouve pas à La Haye. Germain Katanga se retrouve à La Haye parce que c'était facile de l'attraper. Même Thomas Lubanga parce qu'on pouvait l'attraper de Kinshasa et l'amener à La Haye. Mais les vrais criminels aujourd'hui qui ont soutenu la guerre en Ituri, qui ont appuyé militairement les FRPI, militairement Thomas Lubanga, militairement, peut-être, je parle ici de l'Ouganda, du Rwanda, mais aussi
pourquoi pas de Kinshasa, qui sait très bien que la guerre de l'Itourie n'a pas été seulement l'affaire des Itouriens, mais aussi de la de Kinshasa. Donc je pense qu'il faut ici revoir la situation et amener des vrais criminels devant la cour. Merci beaucoup Alain Waikani d'avoir été notre invité dans le Journal de l'Afrique. Les tensions s'accroissent entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. 6 diplomates sud-africains expulsés de Kigali, 3 diplomates rwandais expulsés d'Afrique du Sud. Des décisions prises après une attaque à Johannesburg contre le domicile d'un opposant rwandais et la mort, il y a 2 mois, d'un autre opposant rwandais en exil en Afrique du Sud. À l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame, le président rwandais, il y a 20 ans, les relations entre Kigali et Pretoria étaient au beau fixe. Elles se sont progressivement dégradées. Retour sur les principales raisons de la discorde. Nicolas Germain. L'Afrique du Sud héberge depuis plusieurs années certains des principaux opposants rwandais. C'est la première raison qui explique les tensions entre les 2 pays. Le 1er janvier, l'un d'eux, Patrick Karegeya, est retrouvé étranglé dans un hôtel de Johannesburg. Cette semaine, dans la même ville, le domicile d'un autre opposant, Faustin Kayumba Nyamwasa, est attaqué par des hommes armés. Le président rwandais Paul Kagame dément être impliqué tout en affirmant que la trahison a des conséquences. C'est dans ce contexte que vendredi, Pretoria a expulsé 3 diplomates rwandais. Kigali a vite répliqué en renvoyant 6 diplomates sud-africains. Longtemps, les 2 États avaient eu d'excellentes relations. Mais depuis une dizaine d'années, les analystes ont noté un changement en raison du rôle d'un 3e pays, le Congo, présidé par Joseph Kabila. À un moment donné, l'Afrique du Sud a quand même réalisé qu'une relation avec le Congo, qui est quand même un pays énorme et qui a une importance stratégique très importante en Afrique centrale, était peut-être plus importante et que les relations pouvaient plus affecter à l'Afrique du Sud avec le Congo qu'avec le Rwanda. Pour les Sud-Africains, le potentiel économique du géant congolais est bien plus important que celui du Rwanda. L'an dernier, les présidents Jacob Zuma et Joseph Kabila ont signé un accord pour la construction de la 3e phase du barrage hydroélectrique d'Inga dans le Bas-Congo. Leur coopération est aussi militaire. L'Afrique du Sud a participé à la force onusienne qui a, avec l'armée congolaise, mis un terme en 2013 à la rébellion du M23. Ces rebelles, selon des experts de l'ONU, étaient eux soutenus par le Rwanda. Nous vous annoncions hier cet assaut de l'armée française dans le nord-est du Mali, dans lequel une dizaine de djihadistes ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi. Serge Daniel, notre correspondant au Mali, a pu recueillir des informations sur les circonstances de cette attaque. Écoutez. Depuis un certain moment, les forces françaises de l'opération Serval ont constaté sur place dans le nord du Mali qu'il y avait un retour des djihadistes. Les djihadistes reviennent, notamment selon des sources sécuritaires dans la région, ils reviennent de la Libye, notamment pour se reconstituer, notamment au nord-est du Mali, dans cette montagne, dans ces montagnes qu'on appelle les montagnes du Terrara, et ils étaient en train de reconstituer une base. Alors, grâce aux drones, les avions français, on les a repérés, on les a vus manier des armes, notamment des roquettes, et les Français ont décidé en ce moment de passer à l'attaque pour les empêcher de se reconstituer. Voilà pourquoi il y a eu cette attaque. Mais l'attaque était essentiellement aérienne, il n'y a pas eu de soldats au sol. Et finalement, ce sont une dizaine de djihadistes, d'islamistes qui ont été tués. D'après nos informations, certains ont pu s'échapper et ils se sont dirigés plus à l'ouest. Et on revient sur la remise par le Niger aux autorités de Tripoli de Saadi Kadhafi, le fils de l'ex-dictateur libyen. La Libye le réclamait depuis 2011, mais Niamey avait jusqu'ici résisté à toute pression. Le ministre nigérien de la Justice s'est expliqué sur ce revirement de la position des autorités nigériennes. Écoutez. Nous avions bien dit à nos hôtes que nous ne serions pas une source de préoccupation pour la Libye. À l'époque, on craignait bien qu'en remettant ces gens, ils ne soient tués. Je pense que, au regard du label démocratique et républicain qu'affiche le régime actuel de Libye, c'est des risques qui, après l'émotion, ne sont pas, à notre avis, encourus. C'est demain qu'on célèbre dans le monde entier la journée de la femme. L'occasion pour nous de vous parler d'initiatives utiles et originales pour aider les femmes. Au Sénégal, des boutiques du droit financées par l'Union européenne aident les plus démunis à avoir accès aux services de la justice. C'est l'un des objectifs du millénaire. Des juristes sénégalaises offrent des consultations gratuites que notre envoyée spéciale Cataline Landabourou a suivies pour nous.
Marie-Delphine est une juriste militante. Son credo, promouvoir une justice pour tous, en particulier pour les femmes grandes oubliées du système. Dans cette boutique de droit au centre de Dakar, elle reçoit toutes celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir recours à un avocat. Ce que nous faisons, c'est une justice de proximité. Inviter les justiciables qui ont des difficultés à venir nous voir afin que nous puissions leur porter assistance et conseils. Les consultations pour viol ou violence sont les plus nombreuses. Cette femme qui préfère taire son identité a été battue des années par son mari. Après avoir été aspergée d'acide, elle a finalement décidé d'engager un procès avec l'aide des juristes de la boutique du droit. Il m'a versé quelque chose. Aussitôt, j'ai pris feu. J'ai crié. Ce sont les voisines qui m'ont aidé. Ils me menaçaient de chaque fois. Tu sors, tu dis que c'est moi qui te bats, je vais t'enfermer. À côté des consultations, un numéro vert a été mis en place pour toucher aussi les populations en milieu rural. Les cas répertoriés concernent tous les domaines du droit. Ce peut être un droit de la famille, divorce par exemple. Ce peut être aussi la succession, le droit foncier et même le droit du travail. Le droit foncier est devenu ici une priorité. Objectif, promouvoir l'accès des femmes à la propriété des terres. Le paradoxe, c'est que seul 1% de ces femmes sont détentrices de terres, alors que la force paysanne, 70% de cette main-d'œuvre, elle est féminine. Elles ont juste besoin d'avoir accès à la connaissance de ce droit. Il faut savoir que 90% de la population ne parle pas le français. Donc nous, on va leur expliquer les lois dans leur langue. Grâce au travail de ces juristes bénévoles, des milliers de femmes ont déjà pu bénéficier de conseils et d'une assistance qu'elles n'auraient pu trouver ailleurs. Une façon de promouvoir la justice, mais aussi l'autonomisation des femmes. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Dans un instant, vous retrouvez une autre Pauline Godard, pour la suite de Paris Direct.